Alors ces derniers temps, on a parlé de BJ Penn, mais pas pour des bonnes raisons. Et moi, j'ai envie de faire une vidéo sur cette légende qu'est BJ Penn et de revenir un petit peu sur sa carrière avec vous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder son record, ses victoires, ses défaites, et on va analyser un petit peu son accession au titre et ce qui fait qu'on considère BJ Penn aujourd'hui comme l'un des meilleurs poids légers de tous les temps. Donc si vous voulez bien, on va commencer par ses débuts. Alors, le premier combat de BJ Penn en MMA, comme vous voyez, il a eu lieu à l'UFC 31 contre Joey Gilbert. Avant de commencer sur les combats en MMA, il faut savoir que BJ Penn, on l'appelait déjà le prodige. Il n'avait même pas eu un seul combat en MMA, on l'appelait déjà le prodige. C'était dû à ses capacités d'apprentissage inégalées. C'est aujourd'hui l'une des ceintures noires les plus rapides qu'on ait vues de l'histoire. En 3 ans, il avait déjà sa ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Et si vous imaginez que sa ceinture noire, elle n'était pas valide ou que c'était une ceinture qu'il avait un peu gagné McDojo, quoi, il a été champion du monde en ceinture noire la même année. Donc en fait, c'est le premier non-brésilien à être champion du monde en jiu-jitsu brésilien en ceinture noire. Et en plus, c'est une des ceintures noires les plus rapides de l'histoire. Donc, l'UFC, voyant ce jeune prodige, dit « Est-ce que ça dirait de venir combattre en MMA ?» Et naturellement, il décide d'aller combattre en MMA. Ce soir-là, il combat Joey Gilbert. Et on voit ce qu'on peut attendre d'un maître du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire il est très fort au sol, il a des capacités à prendre le dos, mais en plus il a des points puissants et il est efficace debout. Pendant ce combat-là, il y a Frank Shamrock qui est au commentaire et qui s'entraîne avec BJ et qui dit « Ce jeune homme, si vous lui montrez quelque chose à l'entraînement pendant la partie technique, pendant la partie sparring, il va vous le ressortir et il va l'utiliser sur vous. Pour vous dire à quel point le bonhomme apprend vite. » Donc, pour son deuxième combat, on lui propose Dean Thomas. Dean Thomas, il faut bien être conscient que c'est un mec qui avait déjà battu le champion en titre. 1 an avant, Dean Thomas, il avait soumis le champion en titre. Et on lui envoie BJ Penn pour son deuxième combat. La majeure partie du combat se déroule au sol. On voit BJ sur son dos, mais qui est capable de garder la garde face à Dean Thomas, qui n'arrive pas à faire grand-chose et qui finit par se relever. Ce qui se passe, c'est que Dean Thomas va envoyer un crochet un petit peu trop long, qui permet à BJ de l'accrocher, de lui envoyer un coup de genou puissant au visage, qui assomme Thomas, qui tombe au sol, et là BJ, pim pam pam, il le finit. L'arbitre vient les séparer. Deuxième victoire pour BJ Penn, toujours dans le premier round. Pour son troisième combat, on oppose BJ Penn à Kaol Uno. Kaol Uno venait de perdre contre le champion en titre, James Pulver, et BJ Penn doit l'affronter. Et dans ce combat-là, 11 secondes. 11 secondes. C'est le temps que met BJ Penn pour mettre Kaol Uno KO, qui essaie de lui envoyer un genre de coup de pied sauté dès le début du combat, sauf que BJ Penn est capable de revenir derrière avec une combinaison que vous voyez, pim, pam, poum, et une fois de plus, quelques coups au sol pour venir finir le travail. L'arbitre vient séparer les combattants, BJ Penn a le point levé, et naturellement, il obtient un combat pour le titre. À ce moment-là de sa carrière, de sa toute jeune carrière, on a pu voir chez BJ Penn les qualités d'un grand pratiquant du JJB, un grappleur d'exception, mais en plus, on s'est rendu compte dans son combat face à Dean Thomas qu'il avait un coup d'œil et un certain killer instinct, comme on appelle une capacité à finir le combat quand il voit une faiblesse chez l'adversaire. Et on s'est rendu compte en plus, avec son combat contre Kaol Uno, qu'il a énormément de punch et de précision dans ses frappes. Il est capable de finir rapidement le combat. L'inconnu qu'on a, pour l'instant, c'est qu'est-ce qui se passe quand BJ Penn va plus loin dans le combat. Qu'est-ce qui se passe dans les rounds 2, 3, 4, 5, puisqu'on est sur un combat de championnat contre James Pulver. Contre James Pulver, BJ Penn va connaître sa première défaite en MMA. Il va être battu pour la première fois. Alors dans ce combat-là, James Pulver va gagner à la décision. Il va remporter nettement le round 5 notamment. Il va toucher beaucoup avec la main gauche en direct et BJ n'a pas forcément de réponse. Mais si vous regardez le deuxième round et notamment la fin du deuxième round, vous allez voir quelque chose qui a fait polémique par la suite. BJ Penn arrive à avoir la montée, il bloque un des bras de James Pulver, il sécure la clé de bras et on voit James Pulver qui tape. Sauf qu'au moment où il tape, la cloche retentit et James Pulver est sauvé par le gong dans un combat où il défendait sa ceinture. Il reste champion et BJ connaît donc sa première défaite. Il reviendra ensuite à l'UFC 37 contre Paul Creighton, un combat qui va gagner dans le deuxième round par KO. Et il aura ensuite un combat contre Matt Serra, l'homme qui plus tard va mettre KO Georges Saint-Pierre. En attendant, BJ Penn l'affronte en poids léger. Un combat très partagé que BJ Penn remportera finalement à la décision. Et il affronte maintenant Kaol Uno, une fois de plus, notre ami Kaol Uno. Et vous voyez qu'on a une égalité. James Pulver avait laissé sa ceinture, il avait quitté l'UFC. Et BJ Penn affrontait Kaol Uno pour obtenir le titre poids léger qui, une fois de plus, lui passe sous le nez.
BJ Penn n'est donc toujours pas champion. Suite à ce combat pour le titre, BJ Penn va affronter Takanori Gomi. Sur sa petite île natale d'Hawaï, BJ Penn va affronter Gomi. Et on va le voir mettre en place un jeu qui va être basé sur l'amener au sol. Debout, il y aura quelques échanges. On va voir un Gomi quand même plus propre debout, mais un BJ parfois plus efficace qui cherche le coup dur, qui cherche à toucher fort. Et quand ça va au sol, BJ il va mettre en place une séquence qu'on va le voir reproduire plusieurs fois au cours de sa carrière, c'est-à-dire amener au sol, demi-garde, monter, dos au sol, domination totale de BJ Penn, qui finit par étrangler le grand combattant qui est Takanori Gomi. Alors suite à ce combat contre Takanori Gomi, on propose à BJ Penn d'affronter Matt Hughes. Matt Hughes, à l'époque, il est champion des welterweight et il est vu un petit peu comme Superman. Ça fait 5 fois qu'il défend son titre et il semble à peu près inarrêtable, donc on lui envoie le jeune lightweight BJ Penn. Et cette fois-ci, on va avoir un échange de coups assez tôt dans le combat qui va envoyer le combat au sol et on va voir BJ arriver au-dessus. Et il sera pas capable de faire grand chose du dessus, il va essayer de frapper, essayer de passer, mais Hughes attaque du dessous, il envoie les coudes. Le grappling de Hughes semble tenir le choc jusqu'au moment où BJ touche fort et ouvre la garde de Hughes. Il remet une jambe dans le half-guard de Matt Hughes, il prend la montée complète, il prend le dos, étranglement arrière et BJ Penn est champion des welterweight alors que personne ne l'attendait dans ce rôle-là. On le voyait être champion chez les lightweight à la limite, mais là il est monté d'une catégorie et il devient champion. À la surprise générale, le jeune hawaïen est champion des welterweight de l'UFC. Là, ce qui suit, c'est une petite parenthèse dans la carrière de BJ Penn. On va le voir combattre hors de l'UFC. Pourquoi il combat hors de l'UFC? Lui, il dit que c'est parce qu'il n'y a pas assez de challenge dans la promotion. L'UFC décide de remettre en jeu sa ceinture et à partir de là, BJ Penn va les attaquer. Il va leur faire un procès. Il va dire « Moi, j'ai pas perdu la ceinture. Il n'y a aucune raison que vous la remettiez en jeu vu que c'est la mienne. » L'UFC va gagner ce procès et donc BJ Penn va rester hors de l'UFC un certain temps. Vous voyez qu'il va affronter Duane Ludwig, que vous connaissez peut-être aujourd'hui comme étant un excellent coach de striking pour le MMA. Il entraîne notamment TJ Dillashaw. Dans ce combat-là, domination totale de BJ qui arrive à amener le combat au sol très rapidement et à soumettre Duane Ludwig avec un triangle en bras. Ensuite, on a Rodrigo Gracie qui vient affronter BJ Penn à Hawaï. Le combat se déroule à 80 kg et BJ Penn va dominer ce combat qui va gagner aussi. Si vous regardez ce combat, vous allez comprendre pourquoi BJ a cette âme de combattant. Ça se bat dans le public à Hawaï. Ça part en cacahuète, vous avez les caméras qui filment la foule et il y a un combat qui se déroule dans les gradins. C'était pour la petite anecdote. Vous voyez ensuite Lyoto Machida dans la liste d'adversaires de BJ Penn. Sachez que ce combat-là, BJ Penn, il est rentré dans le ring, il faisait 86 kg. Lyoto Machida est entré dans le ring à, attention, 102 kg. Si vous regardez le combat, la prestation de BJ Penn, elle est quand même intéressante. Il a réussi à gagner le premier round, à mon sens, à casser la distance et à se rapprocher de Lyoto. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Lyoto Machida s'est rendu compte que ses frappes étaient bien plus lourdes. Tu m'étonnes quand tu vois la différence de poids. Et il a commencé à laisser partir les poings, les jambes, à projeter BJ Penn. Et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner contre un BJ Penn qui était épuisé. Le combat qui suit, c'est un combat très disputé contre Renzo Gracie. BJ Penn a gagné une décision, mais dans un combat, une fois de plus, très partagé. Et après ce combat-là, vous voyez qu'en 2006, BJ Penn revient à la maison. Il revient à la maison et il affronte un grand champion que vous connaissez qui s'appelle Georges Saint-Pierre. Il va perdre une décision qui est logique quand vous regardez le combat, mais pas logique quand vous regardez le visage des combattants. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, BJ Penn il dit « Moi je suis parti au bar » et Georges Saint-Pierre il est parti à l'hôpital. C'est parce que BJ Penn a touché au niveau de l'œil et du nez de Georges Saint-Pierre, ce qui a provoqué des saignements et ce qui donne à la fin un tableau où le combattant qui a la main levée est beaucoup plus amoché que celui qui a perdu. Mais la décision était logique. Alors pour faire une petite parenthèse et pour vous expliquer l'affrontement qui arrive ensuite. Quand BJ Penn a affronté Georges Saint-Pierre, le but de ce combat c'était de déterminer qui allait pouvoir défier Matt Hughes pour gagner la ceinture des 77 kg. Georges Saint-Pierre a gagné, mais Georges Saint-Pierre s'est blessé. Ce qui fait que BJ Penn a pris sa place et a remplacé Georges Saint-Pierre pour ce challenge contre Matt Hughes. Donc il se retrouve à combattre une fois de plus pour voler la ceinture à Matt Hughes, comme ça s'était passé quelques années auparavant, et cette fois-ci Matt Hughes il a une revanche à prendre. Dans ce combat, ce qui va être impressionnant une fois de plus, c'est la capacité de BJ Penn à pas se faire amener au sol. Par moment, Matt Hughes a un single leg où il va avoir la jambe de BJ Penn levée jusqu'au niveau de son torse presque, mais il n'arrive pas à l'amener au sol, BJ est sur une jambe et il continue à frapper Hughes. Dans le troisième round, ce qui va se passer, c'est que Hughes va se mettre à toucher un petit peu plus et BJ va chercher le sol. Mais cette fois-ci, c'est Matt Hughes qui va finir au-dessus.
Il va capitaliser sur le manque de cardio de BJ pour avancer les positions. Il va finir par trouver un crucifix du dessus où il va arriver à porter des coups à BJ Penn jusqu'à ce que l'arbitre se rende compte que BJ ne peut plus se défendre et arrête le combat. Alors directement après ce combat, au micro, dans l'octogone, Matthews va déclarer qu'il est déçu que BJ ne soit pas en condition pour disputer un 5 rounds. Alors on peut se demander si ce manque de condition physique, qui a été souligné plusieurs fois au cours de la carrière de BJ Penn, il n'était pas dû aussi à un déficit de poids et de puissance quand il évoluait en welterweight. Parce que les combats où on l'a vu le plus étoufflé, c'est quand même... étoufflé étouffé et essoufflé. Les combats où on l'a vu le plus fatigué, c'est ce combat-là contre Matthews, et c'est le deuxième combat contre Georges Saint-Pierre, où pareil, il a subi une pression monstre face à un adversaire qui était beaucoup plus imposant que lui. On est en droit de se poser la question, est-ce que c'est cette différence de poids et de puissance qui fait que BJ Penn n'a pas brillé par son cardio, ou est-ce que, peut-être, BJ Penn était un petit peu fainéant, paresseux sur les séances de cardio pur. C'est le bruit qu'on a souvent entendu, qu'il n'était pas assez sérieux dans sa préparation pour les combats. On a parlé notamment de vacances d'une semaine pendant des préparations. Il y a des bruits qui ont couru. Maintenant, la seule personne qui a la réponse à ça, c'est BJ Penn et peut-être ses entraîneurs. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que cette défaite, elle a renvoyé BJ Penn en lightweight. Et c'est là, pour moi, qu'on a BJ Penn en forme finale. C'est là, pour moi, qu'on a le BJ Penn invincible qui va durer pendant 3 ou 4 combats. En poids léger, attention. BJ, il est doué d'une souplesse et d'une dextérité exceptionnelle au niveau des jambes. Il va utiliser cette particularité physique tout au long de sa carrière au sol pour passer les gardes de ses adversaires notamment, mais aussi à partir de ce combat pour bloquer leurs bras et pour les soumettre. Donc on le voit une première fois mettre ça en place face à James Pulver, et dans le combat suivant, BJ Penn va affronter Joe Stevenson. Ce combat contre Joe Stevenson, il est pour la ceinture des poids légers. Pourquoi ? Eh bien parce que Sean Sherk, qui avait la ceinture des poids légers jusqu'à présent, bizarrement, il a testé positif pour des produits interdits. Et alors c'est vraiment surprenant, on se demande comment c'est possible quand on voit son physique. Mais en tout cas, sa ceinture elle est remise en jeu. Et BJ Penn va affronter Joe Stevenson. Dans ce combat pour la ceinture, une fois de plus, on va avoir une grande démonstration technique de BJ Penn qui va toucher Stevenson durement dès le début du combat et l'envoyer au sol. À partir de là, BJ passe en half guard et il essaie de passer, de sortir, mais Stevenson arrive à regagner la garde et BJ Penn va l'ouvrir avec un coude au milieu du front qui va provoquer l'une des coupures les plus sanglantes de l'histoire de l'UFC. Le premier round s'achève et dans le deuxième round, on a des échanges debout avec un Joe Stevenson qui cherche le coup dur face à un BJ Penn qui frappe plus propre, qui frappe plus net, qui finit par toucher et à une fois de plus envoyer Joe au tapis. BJ Penn arrive finalement à avoir la montée, Joe Stevenson donne le dos et une fois de plus, comme dans le combat face à Pulver, BJ Penn est capable avec la jambe d'aller piéger un des bras de Joe Stevenson. En se débattant, Joe Stevenson va exposer son coup, BJ Penn va l'attraper, étranglement et BJ Penn est champion désormais des poids légers. Il devient le deuxième combattant de l'histoire de l'UFC à avoir obtenu des ceintures dans 2 catégories de poids différentes. Le premier, c'était Randy Couture. Mais on avait cette fois-ci au commentaire Monsieur Sean Sherk qui dit que pour être le champion, il faut battre le champion. BJ va donc affronter Sean Sherk. Il va défendre sa ceinture en étant plus technique que son adversaire. Sean Sherk va chercher le coup dur, mais il va être un petit peu court sur ses frappes. Dans un premier temps, il va commencer à utiliser les leg kicks et ça va plus ou moins marcher face à BJ, mais il va assez vite laisser tomber cette stratégie, Monsieur Sherk, pour aller chasser la tête. Devenir un chasseur de tête, ça veut dire essayer de toucher fort au visage. Ça va pas marcher parce que BJ est capable de mesurer la distance, de sortir, de frapper, de contrer avec efficacité, jusqu'au moment où dans le troisième round, il fait reculer Sean Sherk. Sean Sherk recule et arrive dos au grillage, il rebondit dans le grillage et c'est à ce moment-là que BJ le charge et lui envoie un genou pleine face qu'il envoie au sol et on a là l'un des KO les plus marquants de l'UFC qu'on revoit souvent dans les highlights de KO. Et alors, déjà sur la forme c'est spectaculaire, mais en plus sur la manière dont ça s'est fait, il y a un côté un petit peu bizarre parce que BJ fait ce signe à l'arbitre, il lui dit que c'est terminé. L'arbitre ne se prononce pas dans un premier temps puisque Sean Sherk dit c'est pas fini et dites-vous bien qu'à ce moment-là on est entre 2 rounds. La cloche vient de sonner, le troisième round est terminé. Donc BJ commence déjà à célébrer, l'arbitre n'est pas encore sûr, Sean Sherk dit que c'est bon et finalement le combat est arrêté et BJ gagne par KO et il défend sa ceinture pour la première fois en tant que poids léger. Alors BJ Penn, juste après ce combat, il exprime son envie d'affronter Georges Saint-Pierre. Il reconnaît pas sa défaite lors du premier combat et il veut l'affronter pour prouver que c'est lui le meilleur.
Il veut se venger, en fait, finalement. Donc il va remonter à 77 kg pour aller affronter Georges Saint-Pierre. Alors cette fois-ci, il va tomber sur un Georges Saint-Pierre, mais une version améliorée. C'est pas le GSP qu'il avait affronté dans les années précédentes. C'est un nouveau Georges Saint-Pierre. C'est un Georges Saint-Pierre qui en plus a un game plan hyper solide. Il faut savoir que Georges Saint-Pierre travaille avec les meilleurs stratèges qui existent dans ce sport. Il travaille avec Firas Zahabi, il travaille avec Greg Jackson et il travaille avec John Danaher. C'est des gens qui pensent, qui mangent, qui dorment, qui vivent combat. La stratégie qui est mise en place dans ce combat-là, c'est de casser la distance rapidement pour imposer à BJ un combat et une lutte physique. Georges Saint-Pierre va casser la distance, il va épuiser BJ Penn avec des tentatives d'amener au sol, il va le forcer à défendre constamment, il va aussi le frapper. Et dans les parties où les combattants sont à distance, Georges Saint-Pierre va mener la danse. Il met en place un jab, il met en place du mouvement et c'est lui qui gère le rythme du combat. BJ Penn est totalement dépassé, il est hors de son élément face à un Georges Saint-Pierre qui est bien meilleur que lui. Et finalement, Jason Parillo va décider de jeter l'éponge entre le 4e et le 5e round. Cette fois-ci, Georges Saint-Pierre gagne, c'est clair, net et précis. Alors cette fois-ci, BJ Penn revient dans sa catégorie. Une fois de plus, c'est le roi à 155 livres et il retourne à 155 livres. Kenny Florian va mettre en place plus ou moins la même stratégie que Georges Saint-Pierre contre BJ Penn. Sauf que cette fois-ci, on est à 70 kg. Alors non seulement ça va pas marcher parce qu'il sera pas capable d'amener au sol BJ ni de le fatiguer, mais ce qui est beau, c'est qu'en plus, c'est BJ Penn qui va finir par l'amener au sol. Et une fois de plus, on va avoir cet enchaînement dont je vous parlais tout à l'heure. Demi-garde, il passe le genou, il est en montée complète. Son adversaire se retourne, BJ a le dos. Et cette fois-ci, il va utiliser la dextérité de ses jambes pour faire des frappes à l'abdomen avec ses talons. Ça va finir par ouvrir le cou, pam, étranglement arrière. Encore et toujours cet étranglement arrière de BJ Penn qui vient finir le combat. Et c'est encore une défense de titre pour BJ Penn qui défend donc son titre pour la deuxième fois en poids léger. Pour sa troisième défense de titre, BJ Penn affronte Diego Sanchez. Alors, s'il y a quelque chose qu'on sait de BJ Penn depuis ses premiers combats, c'est qu'il est extrêmement dangereux dans les premières secondes d'un affrontement. Là, contre Diego Sanchez, une fois de plus, ça va se vérifier parce que sur le premier échange de coups, il envoie Diego Sanchez au sol. On a l'impression que le combat va être arrêté. Sanchez tient au mental, il n'arrive à pas se faire stopper, mais tout le reste du combat, on va voir Sanchez, il va être traité comme une piñata, quoi. On a un outclass technique de la part de BJ Penn qui est... Diego Sanchez trouve absolument pas la réponse à tout ce qui lui est proposé. Et il finit par être stoppé dans le 5e round. Le docteur arrête le combat suite à une coupure que BJ ouvre sur un high kick au niveau du front de Diego. Une coupure vraiment impressionnante. Et du coup, BJ Penn, une fois de plus, il rentre dans la légende pour être le combattant en poids léger qui a défendu son titre le plus de fois. Suite à cette défense de titre, BJ Penn va affronter Frankie Edgar. À l'époque, on voit BJ Penn vraiment comme étant le roi et on n'a pas l'impression que quelqu'un puisse le détrôner. Frankie Edgar n'était pas attendu comme étant la personne qui allait battre BJ Penn. Sauf que, grâce à une stratégie bien ficelée, grâce à un combat intelligent, Frankie Edgar va détrôner BJ. Ce combat-là souligne toute l'importance de la stratégie et de la planification. Frankie Edgar et son équipe, ils ont compris que BJ Penn, il est dangereux à distance d'anglaise. Il est dangereux dans la poche, il est dangereux quand il peut toucher avec les poings. Donc Frankie, intelligemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être soit très loin, à distance, soit très rapproché pour frapper et repartir directement. BJ Penn n'a jamais le temps de répliquer, d'autant plus que les mouvements de Frankie Edgar sont difficilement prévisibles, il est difficile à cadrer. Et le temps qu'il vous ait frappé et qu'il soit reparti, vous n'avez pas eu le temps de réagir parce qu'il est extrêmement vif. En appliquant cette stratégie, Frankie Edgar va devenir champion des poids légers et prendre la ceinture à BJ Penn. Alors à l'époque, ça fait un scandale et la communauté MMA n'accepte pas cette décision. Et le pauvre Frankie Edgar, il a dû donner un rematch immédiat à BJ Penn pour, limite, vraiment gagner la ceinture qu'il avait déjà gagnée lors de ce premier combat. C'est-à-dire que les gens ne le reconnaissaient pas encore comme un vrai champion. Ce qui s'est passé, c'est que BJ Penn l'a affronté à nouveau. Et ça a été pire, parce que BJ Penn, il n'a pas été plus agressif que ça. Par contre, Frankie Edgar, il était beaucoup plus actif, il était beaucoup plus en confiance. Et surtout, une première dans l'histoire de BJ Penn en lightweight, Frankie Edgar amenait BJ au sol à volonté. Frankie Edgar shootait et amenait BJ dès qu'il en avait envie, et il n'était pas plus menacé que ça une fois qu'il avait BJ au sol. BJ l'agressait pas au sol, BJ l'agressait pas debout. On a vu un BJ éteint. Et Frankie Edgar, là, il gagne une décision claire et nette. Il est le champion des poids légers. Et BJ, lui, décide de partir en welterweight.
Alors dans son premier combat pour le retour en welterweight, BJ va arriver à gagner face à un Matt Hughes vieillissant. Comme à son habitude, très dangereux dans les premières secondes, BJ va le cueillir et finir rapidement le combat en 21 secondes. Il aura ensuite une égalité face à John Fitch et une guerre face à Nick Diaz, où BJ va finir défiguré, et on le verra dans l'octogone à la fin de ce combat prendre sa retraite une première fois. On arrive maintenant dans la période de la carrière de BJ, qui a fait de lui l'homme avec le plus de défaites d'affilée au sein de l'UFC. On arrive maintenant dans la partie de la carrière de BJ où on l'a vu se prendre les pires raclés de sa vie. Et c'est une période que je vais pas évoquer plus longuement, je vais la survoler puisque de toute manière c'est ce qui s'est passé le plus récemment et c'est peut-être ce que vous connaissez déjà de ce combattant-là. Vous voyez que la retraite sera de courte durée puisqu'un an plus tard, BJ Penn revient pour affronter Rory MacDonald, un combattant complet, technique et explosif qui va en quelque sorte tuer le guerrier qui vivait en BJ Penn, puisque dans sa performance suivante, presque 2 ans plus tard face à Frankie Edgar, on aura un BJ absolument méconnaissable, émacié pour pouvoir combattre à 145 livres, mais totalement immobile, le visage planté haut en l'air prêt à être frappé, et après ce combat-là, une fois de plus, BJ va prendre sa retraite. Alors BJ il est incapable de s'y tenir à la retraite, donc il revient pour affronter Yair Rodriguez, défaite, Denis Siver, défaite, Ryan Hall, défaite, Clay Guida, défaite. Et c'était pas terminé puisque BJ devait combattre à nouveau fin 2019 à l'UFC, mais une vidéo assez dramatique a émergé où on le voyait prendre un KO en milieu de la rue à Hawaï en pleine soirée. Après ça, Dana White l'a remercié et BJ Penn n'a pas mis les pieds dans l'octogone depuis. Au final, ce qui a fait de BJ un combattant légendaire, c'est que dans sa tête, il se disait je suis né pour combattre et je suis fait pour combattre. Sa personnalité et son ego, son identité étaient liés à sa personne de combattant. Et c'est malheureusement ce qui a fait aussi qu'il a connu une fin de carrière aussi tragique et qu'on l'a vu se battre dans des bars et se prendre des KO dans les rues. C'est qu'il a jamais su s'arrêter et malheureusement, malgré toutes les belles choses qu'il a fait, on se rappellera aussi de BJ comme étant le champion qui a connu cette déroute sur la fin de sa carrière. Alors comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo parce que ça m'aide à faire grossir la chaîne. Alors si vous pouvez lâcher un petit commentaire, mettre un petit like, si vous pouvez partager avec des amis, ça ferait extrêmement plaisir. Moi en tout cas, une fois de plus, je vous remercie. Et puis si vous voulez que je traite d'autres combattants ou d'autres événements qui se sont passés dans le MMA, dites-le moi et j'essaierai de faire ça. En tout cas, merci. Ça fait combien? 10 fois que je dis merci là? En tout cas, merci une fois de plus et puis à la prochaine. Portez-vous bien.